pense qu'on peut commencer. Donc, peut-être d'abord vous connaître. Est-ce que vous êtes tous étudiants dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas étudiant ici? Vous êtes tous étudiants, ok. Est-ce que vous êtes tous du domaine de l'informatique dans la salle? Quelqu'un n'est pas de l'informatique? Qui n'est pas de l'informatique? Et à part génie logiciel, il y a quoi d'autre? Le domaine informatique. Il y a réseau, système d'information, intelligence artificielle, non? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc en tout cas, bienvenue. C'est un plaisir de faire ce genre de conférence et je remercie le ministère pour cette initiative. C'est très bien. Je ne sais pas s'il y en a eu sur la blockchain avant. Il y a eu beaucoup de conférences que certains organisaient sur la blockchain, mais que le ministère ait l'initiative d'organiser ce genre de communication. Je pense que c'est très bien. Ça montre qu'il y a une volonté scientifique aussi au niveau des autorités de développer le domaine. Donc c'est très bien, merci pour ça. Alors moi je suis Amon Bazongo. Je préfère dire que je suis ingénieur, okay? Ingénieur en intelligence artificielle. Peut-être demain on aura le temps d'en parler. Aujourd'hui c'est blockchain essentiellement, même si je vais mentionner quelques mots d'intelligence artificielle. Voilà. Voilà, donc ça c'est juste certaines choses que je fais. Ok, donc je suis passé par Bobo Dioulasso. On a fait l'université polytechnique de Bobo. Est-ce qu'il y a de Bobolais ici dans la salle? Pas de Bobolais? Oui, Bobolaise, c'est ça? Vous aussi Bobolais? Physique là? Ou c'est chim? C'est quoi vous étudiez? Droit. Ah, droit, ok, super. Alors, le droit c'est important en blockchain, très important. Ok, donc j'ai fait Bobo, j'ai fait le mix de Bungain. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller hors du pays, en Asie notamment, où j'ai étudié l'informatique. Disons, le bon terme c'est computer science, parce que quand on dit informatique, ça sonne un peu, disons, bureautique, Word, Excel, voilà, mais c'est pas ça. C'est, disons, les sciences de l'informatique. Et après un bachelor, parce que le système est différent, le bachelor, le diplôme minimum c'est en 4 ans. Donc un bachelor, et puis je me suis dit, ben, j'ai commencé à avoir, disons, une expérience professionnelle dans le e-commerce, le e-learning, beaucoup de e-learning, également la santé, je travaille dans la santé, et voilà, dans l'énergie également. Et je me suis dit, ben, ok, qu'est-ce que je fais pour le master? Ce que j'ai décidé de faire, je vous explique. Je me suis dit, ok, quels sont les domaines qui sont, disons, populaires en ce moment? C'est ce que je me suis dit en son temps. Et en son temps, c'était la 5G, Big Data, Cloud Computing, c'était ce genre de choses-là. Okay? On ne parlait pas trop. Il y avait un tout petit peu blockchain, un tout petit peu, mais pas vraiment. Parce que la blockchain, disons, il y a eu un boom en 2017, et puis 2019, bon voilà. Alors on n'en parlait pas trop. Donc je me suis dit, ben, je vais faire Big Data. Et il se trouvait que Big Data, quand tu fais Big Data, c'est les données. Et à partir des données, tu peux faire en fait l'intelligence artificielle et beaucoup de filières. Data science, etc. Donc c'est comme ça que je suis devenu plus tard ingénieur en intelligence artificielle. Voilà. Donc très rapidement, c'est mon parcours. Très rapidement. Pas rentrer dans les détails. Maintenant, voilà, je suis passé un peu aussi à l'Union africaine. Juste, voilà, un bout de temps, aider un peu à faire ce qu'on pouvait faire. Et puis, je suis rentré au Burkina en 2023, précisément. Donc, ça fait, disons, 2 ans que je suis là. Et ce qu'on a fait, c'est créer, disons, des initiatives pour promouvoir les technologies émergentes. On a créé ce qu'on appelle Tech Emerging Africa, qui est chargé, c'est une association en fait qui est là pour promouvoir tout ce qui est technologie émergente. Donc intelligence artificielle, blockchain, new space, informatique quantique, ça c'est les physiciens devraient aimer ça, informatique quantique, fusion nucléaire. Quelqu'un fait électricité ici? Électricité non, électrotechnique non. Ok, donc électricité, ça c'est la fusion nucléaire, ils doivent bien aimer ça. Voilà, biotech, voilà, on parle de ça dans notre domaine, disons dans notre association. Donc ceux qui sont intéressés, techemergingafrica.com, vous
rejoignez la communauté WhatsApp et c'est tout. Voilà, donc on a organisé la première édition de la semaine de l'intelligence artificielle. Ensuite, la deuxième édition, c'est devenu semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Là où on invite des acteurs internationaux pour faire vraiment les conférences ici au Burkina Faso. Voilà, donc voici un peu ce que je fais. Le reste, vous lisez. Il y a un podcast aussi que j'ai lancé. Le podcast, ça c'était en 2020, en plein Covid. Okay, en plein Covid, tout le monde était à la maison. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est bizarre, c'est qu'en 2020, il y avait deux choses. Il y avait la Covid, mais aussi il y avait le boom de la finance décentralisée. En son temps, tout le monde parlait à Uniswap, finance décentralisée, DeFi. Et il y avait beaucoup d'arnaques. Donc on s'est dit, ok, on va lancer un podcast pour la crypto en Afrique. Donc ce podcast, on a invité des acteurs de la crypto en Afrique. Nigeria, Sénégal, Botswana, vraiment plein de gens. On a fait le podcast en ligne sur YouTube. Puis les gens ont suivi. C'était pratiquement le premier podcast francophone. Donc on a commencé anglophone, mais on s'est dit, bon, pourquoi ne pas le faire un peu en français? Parce qu'en ce moment, les francophones ne sont pas trop anglophones. Alors qu'il faut vraiment encourager. Dans ce domaine-là, blockchain, IA, il faut être bon en anglais. Voilà, donc c'est l'occasion de vous le dire en même temps. Il faut vraiment regarder en anglais pour avoir les informations les plus récentes. Parce que si vous regardez les informations en français, vous risquez de prendre les anciennes informations. Ok? Donc je vous encourage vraiment à aller vers l'anglais. Surtout que de toute façon, le Burkina Faso maintenant, l'anglais c'est la langue de travail. Donc je vous encourage énormément dans ça. Donc voici un peu, je suis aussi enseignant à UVBF avec certains étudiants ici. Aussi des UE et SMT Dakar. Voilà, on essaie de partager un peu dans le domaine de l'IA et de la blockchain. Donc voici, ça ce sont juste des logos, vous avez les questions. Voilà. Alors, je pense qu'on va aller, de toute façon, on va aller directement droit au but, la blockchain. Je vais un peu avoir une conversation avec vous. Conversation d'abord dans un sens, je vais vous dire certaines choses. Et puis après cela, on va vous faire des démos. Il y a certains étudiants qui sont là. On va vous faire des démonstrations concrètes de ce qu'on peut faire avec la blockchain. Il y aura peut-être d'autres exemples qu'on peut vous donner. Et puis après cela, Dr Bakouan va parler de la crypto-monnaie. Moi, je ne vais pas en parler. Je vais essayer d'en parler le moins possible. Alors, j'aimerais savoir, la première année que vous avez entendu parler de la blockchain, c'est laquelle? 2000, supposons. Est-ce que cette année, c'est la première année que vous avez entendu blockchain? Cette année 2024. Ok. L'année passée, 2023. 2023. Ok, il y a moins de personnes. 2022. Moins de personnes. 2021. Oui, ou c'est 2022 ça? 2021. Le reste, c'est quelle année? 2019. Ah, tu es un vieux. Un ancien de la... Oui. Qui d'autre? Avant 2019 qui ont entendu parler de la blockchain. Avant 2019? Ok, super. Donc, alors, je vais essayer de vous expliquer la blockchain sans utiliser beaucoup de termes techniques. Disons même sans utiliser de termes techniques. Parce que vous n'êtes pas des informaticiens, voilà. Donc, on va vous expliquer la blockchain de façon assez simple, pratique. Ok? Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez peut-être connaître l'histoire. D'où est-ce que ça vient? À partir de l'histoire, vous allez un peu comprendre les tenants et les aboutissants de ce que la blockchain est. Alors, on est, disons, en 2008, dans les années 2008, ok? Il y a un groupe d'activistes qui existe aux États-Unis. Il faut dire que la blockchain provient en fait de l'activisme. Okay? Ça ne provient pas de la recherche scientifique comme l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, comme peut-être on va le voir demain, c'est beaucoup de recherches scientifiques, des docteurs, des papers, etc., etc. Dans la blockchain, ce sont des activistes.
Ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec le système. C'est eux qui se disent, voilà, il y a une situation qui est là, on n'est pas d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. Et cette situation, c'était quoi? C'était une question de vie privée. Ok? Il y a un mouvement qu'on appelle le cypherpunk. En fait, c'est des gens qui disent que la vie privée, c'est important. Et chacun a le droit de protéger sa vie privée en utilisant les méthodes cryptographiques. C'est de décentraliser et de garantir l'intégrité en même temps. Vous voyez? Donc vous prenez par exemple une transaction. Si on veut faire une transaction sans Orange par exemple, c'est l'entité centrale. Donc si on décentralise, il faut utiliser une blockchain pour que ça marche. Et tout ce qui est central, si on le décentralise, on peut utiliser la blockchain pour que ça marche. Vous voyez? Vous prenez n'importe quelle entité centrale, vous prenez la blockchain, vous décentralisez cette entité-là avec la blockchain. Donc c'est ça la blockchain. Et quand vous le décentralisez, vous êtes sûr que tout se passe normalement, correctement, parce que justement la technologie garantit l'intégrité. Et jusqu'à présent, depuis que Bitcoin a été créé, le paper est sorti en 2008, mais dès que le paper est sorti, il y a des gens qui ont travaillé sur l'implémentation, et c'est en 2009 que ça a été disponible. Donc depuis 2009, Bitcoin n'a jamais été hacké. Bitcoin n'a jamais été hacké depuis 2009. Okay? Donc vous pouvez voir les transactions de 2009 jusqu'à maintenant. Justement parce que techniquement c'est impossible de hacker. Parce que tout est en chaîne. Tout est en chaîne. Si vous voulez modifier quelque chose, vous devez carrément modifier toute une chaîne. Donc techniquement c'est impossible de hacker ou de changer en fait les transactions qui sont au niveau du Bitcoin. Donc il y a eu cette première phase en 2009 où donc il y a eu des gens qui ont commencé à copier Bitcoin, il y a eu Litecoin, Namecoin, c'est juste des copies de Bitcoin, c'était presque la même chose. Ça c'était la première vague, ça c'était la vague des crypto-monnaies, entre guillemets crypto-monnaies. Voilà. Et ça c'était 2010, 2009, 10, 11, voilà. C'était à cette période. Okay. Et en son temps, je suis qu'au Burkina, voilà. Il n'y avait pas encore, on n'entendait pas trop parler de ça, à coup sûr. Mais vers 2015, 2014-2015, ça a commencé à changer. C'est-à-dire, il ne s'agissait plus de crypto-monnaie, mais il s'agissait d'applications décentralisées. C'est en ce moment qu'en fait Ethereum a commencé à entrer en jeu. C'est Ethereum avec le fameux Vitalik Buterin. Qui connaît Vitalik Buterin? Vitalik Buterin, non? Ok, Vitalik Buterin, c'est... Vous connaissez? C'est pas sur photo, vous connaissez cette photo? Ok. Bon, vous ne le connaissez pas bien sûr en physique ou bien. Mais moi je ne le connais pas. Mais en réseau, si je dois contacter Vitalik Buterin, je n'ai qu'une seule étape. Mais vous avez deux étapes. Voici Vitalik Buterin. C'est un jeune de la vingtaine. Donc c'est lui en fait, en son temps il a découvert Bitcoin, voilà. Et d'ailleurs, je profite de rappeler, Bitcoin, tous les amoureux de Bitcoin, là, beaucoup sont jeunes. Beaucoup sont jeunes. Voilà. Et lui, il aimait beaucoup de Bitcoin, mais il s'est dit, en fait, il a compris qu'en fait, ce que Bitcoin fait, c'est en fait de décentraliser le système monétaire. Okay? C'est comme en fait une banque centrale que tu prends, tu décentralises en fait le fonctionnement d'une banque centrale et tu as Bitcoin. Okay? Donc il s'est dit, si on peut décentraliser le système monétaire, pourquoi ne pas carrément décentraliser un ordinateur? C'est comme si tu as un ordinateur, tu le décentralises et tu permets à n'importe qui de pouvoir développer des applications au-dessus. Pour que chacun aussi puisse créer quelque chose. Donc c'est de là que l'idée de Ethereum, il s'est dit, ok, je vais mettre en place un ordinateur décentralisé. Si vous allez sur Ethereum, bon, on oublie les pieds, on les a pas de pieds ici.
Ici, ils ont mis plateforme. Ils disent plateforme. Ils n'ont pas mis choix, ils ont enlevé leur. Et puis, ils avaient mis un ordinateur mondial décentralisé. Ce qu'ils avaient mis au départ. Mais si vous voyez, il permet le développement d'applications innovatives. Okay? Ça, c'est ce qu'il permet. C'est-à-dire, c'était la première fois qu'une blockchain vous dit, oh, vous pouvez développer des applications. C'était la première fois. Avant, c'était juste crypto-monnaie, on achète, on vend. En son temps même, il y avait des gens qui créaient des audiences comme ça. Et puis, ils vendaient, voilà. Mais, pour la première fois, Ethereum nous dit, non. Développez vos propres applications et mettez-le. Et puis, voilà, utilisez vos applications. Donc, c'était, disons, la deuxième phase de la blockchain. C'est-à-dire une blockchain qui a évolué, qui a ajouté des fonctionnalités et qui permet aux gens de développer des applications. Il y a eu une troisième phase, bien sûr, la phase de DeFi. Mais à chaque phase, si vous essayez de... En fait, c'est comme s'il y a un cycle. En fait, la blockchain évolue par cycle. Il y a des cycles qui tournent autour de 4 ans. Et à chaque fois, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Okay? Par exemple, actuellement, si vous suivez, il y a, disons, une montée de Bitcoin. C'est en fait, voilà, le bull run, c'est en fait le cycle qui est en train de démarrer. Et il y a quelque chose peut-être qui est en train de démarrer. Mais bon, ça, je vais pas parler de... Je vais arrêter. Ok. Maintenant, l'impact de la blockchain sur le numérique, je pense qu'il est assez clair. Alors, je pense que l'impact de la blockchain sur le numérique est assez clair. Du fait de l'intégrité, la blockchain nous permet d'avoir une meilleure sécurité. Okay? La sécurité peut être vraiment garantie. Je prends un exemple concret. Avec les outils actuellement blockchain, on ne peut pas faire quelque chose sans que vous nous donnez votre accord. C'est-à-dire que vous avez le contrôle. C'est ça la décentralisation. En fait, quand quelque chose est décentralisé, le contrôle, c'est-à-dire la responsabilité, revient à l'utilisateur. Ce n'est pas l'entité centrale qui va en fait porter toute la responsabilité, mais c'est chaque individu maintenant qui est responsable. Par exemple, en Bitcoin, on vous dit, si tu perds tes Bitcoins, tu as perdu. Si tu perds, tu as perdu. C'est la même chose dans la vie réelle. Si tu perds ton porte-monnaie quelque part, tu as perdu. N'est-ce pas? Voilà. Mais dans le système classique, par exemple, si tu as un compte bancaire dans une certaine banque, bon, si ton argent disparaît, bon, tu pars à la banque, tu dis, mais moi j'avais 100 millions ici. Pourquoi mes 100 millions ont disparu? Ou bien c'est 500 millions, je sais pas. Pourquoi ça disparaît? Vous pouvez vous plaindre. Mais sur Bitcoin, si tu avais 10 Bitcoins et que tu as perdu ça, c'est fini. Parce que c'est toi le responsable de ton argent. C'est la même chose. C'est-à-dire sur la blockchain, vous pouvez contrôler vos données. De telle sorte que si quelqu'un veut utiliser vos données, il vous demande la permission et vous autorise. Si vous ne donnez pas l'autorisation, la personne ne pourra jamais utiliser. Mais de la même manière, si vous perdez ces informations, vous avez perdu. Vous voyez? Et personne ne peut modifier les informations sans votre accord. Ça, c'est très important. Donc, en termes de sécurité, il y a quelque chose d'important ici. En termes de transparence aussi, il y a beaucoup d'évolutions qu'on peut faire. Ce que vous, peut-être vous ne savez pas, les transactions Bitcoin sont publiques. Tout le monde peut voir les transactions Bitcoin. Juste qu'on ne sait pas qui les fait, mais on les voit. Peut-être je vous montre. Vous ne voulez pas voir. Hein? Vous voulez voir? Donc c'est quoi on utilise? C'est quoi on utilise pour voir les transactions Bitcoin? Pardon? Pardon? MetaMask, c'est un wallet. Alors, on va... Alors, pour voir toutes les transactions, on utilise ce qu'on appelle un explorateur de blockchain. Okay? Et sur l'explorateur, vous avez toutes les transactions. Voici ici, vous avez les derniers blocs qui ont été ajoutés. Toutes les transactions sont là. Vous voyez, ça en train de tourner. C'est-à-dire si aujourd'hui je fais une transaction,
en 10 minutes, disons autour de 10 minutes, ma transaction peut être ajoutée dans un bloc. Donc dans autour de 10 minutes, je pourrais voir ma transaction là. Donc si par exemple j'ai un wallet par exemple, avec MetaMask ou quelque chose, mais MetaMask c'est généralement Ethereum. Et si j'ai un wallet et que je cherche, si j'ai mon adresse, je mets mon adresse là, je peux voir toutes mes transactions. Juste que c'est moi, je sais que c'est moi. Personne ne sait que c'est moi. Oui. Donc ce qui manque peut-être c'est qu'on dise qu'il y a une autorité qui dise ok, telle personne, c'est son wallet là, c'est une autorité qui garde ces informations là. Comme ça, si tu fais un truc bizarre, on regarde en fait les transactions, c'est tout bon. Tu as envoyé de l'argent, tu as fait du blanchiment d'argent. En fait, ça rend en fait les enquêtes beaucoup plus simples parce que voilà, c'est public. Tu ne vas pas aller à une banque demander d'ouvrir, non, c'est public. Okay. Et vous voyez même les informations que non, par exemple, quelqu'un. Pas un exemple. Vous avez des statistiques de. Vous avez les détails de la transaction. Vous ne savez pas c'est qui, mais vous avez les détails de la transaction. Bitcoin, vous savez c'est combien de Bitcoin il a envoyé à qui. Et bien ça c'est permis. C'est en cours, c'est pas encore validé. Parce qu'il faut que il y ait en fait, il faut que ce soit accepté par le réseau pour que ce soit vraiment validé. Il faut qu'il y ait en fait 6 confirmations pour que tout soit normal. Parce que tu peux entrer dans un bloc et puis en fait à la prochaine itération tu enlèves. Parce qu'il y a une, selon le consensus de Nakamoto, tu peux être carrément allé. On va rentrer dans l'algorithme. Donc vous avez toutes les informations. Vous avez par exemple l'âge. Il n'y a que 1 minute que cette transaction a été faite. Et ici, vous voyez toutes les autres transactions. Parce qu'une transaction est dans un bloc. Donc, en fait, dans le bloc, il y a plusieurs transactions avec qui sont faites. Okay? Vous pouvez voir toutes les minutes. Et à chaque fois qu'un bloc est... Alors, je vous explique c'est quoi le minage. Minage, c'est simplement lorsque... Alors, le minage, c'est simplement une technique de distribution de Bitcoin. Okay? Pour qu'un bloc soit ajouté dans la chaîne de blocs, il y a une compétition entre les différentes machines. Les différentes machines compétissent dans le monde entier à mettre son bloc dans la chaîne de blocs. Okay? Et lorsqu'il arrive à mettre son bloc dans la chaîne de blocs, il est récompensé avec des bitcoins. Okay? Donc c'est comme ça qu'on a automatisé en fait la distribution des bitcoins. Au lieu que ce soit disons, ce qu'on appelle généralement les airdrops, on vous donne gratuitement. Là, on vous dit, ok, travaillez. Et quand on est travaillé, vous voyez, par exemple, cette machine, vous entendez le bruit de la machine. En fait, c'est en train de travailler. Et si vous rentrez dans un centre de minage, vous ne pouvez pas vous parler parce que la machine travaille énormément. Et ça consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir miner en fait les différents blocs. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça, quand on vous dit minage, c'est ça. Tu mines, tu es récompensé avec. Donc, je vais vous montrer la transparence. Maintenant, l'efficacité. Bien évidemment, quand quelque chose est souvent, mais ce n'est pas forcément plus rapide. Donc, en fait, il y a il y a une sorte de dilemme ici. C'est-à-dire, on doit choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce soit rapide ou pas? Voilà. Ça, il y a ce qu'on appelle le dilemme de la scalabilité, la sécurité et puis la décentralisation. Voilà, ça c'est, il faut faire un choix. Mais en général, quand quelque chose est décentralisé, c'est un peu plus efficace. Parce que c'est dans les mains en fait des utilisateurs. Les utilisateurs en fait décident à la fin comment les choses doivent se passer. Parce qu'il y a un protocole, et puis on voit, c'est transparent, donc c'est beaucoup plus efficace. Si par exemple, si vous êtes par exemple à Dori, que vous devez venir à Ouaga pour faire votre carte d'identité, par rapport à si vous laissez à Dori faire votre carte d'identité, vous voyez que c'est plus efficace de laisser à Dori et faire votre carte d'identité. Donc la décentralisation est beaucoup plus efficace dans la plupart du temps que la centralisation. Donc voici des impacts positifs que la blockchain peut avoir en fait au niveau du digital. De façon, ce n'est pas exhaustif, mais voici ce qu'on va s'appeler. Et peut-être
mentionner un peu le gap que la blockchain permet de couvrir. La pyramide, là, vous pouvez oublier ça, pas important. Ça, c'est juste pour représenter. Ça ne veut pas dire que POW, ça veut dire proof of work, preuve de travail. C'est la technique par laquelle un bloc est ajouté à la chaîne de blocs. Okay? C'est-à-dire qu'il faut juste prouver que tu as travaillé. C'est-à-dire chaque ordinateur, pour pouvoir ajouter un bloc dans la chaîne, doit prouver qu'il a travaillé. Et la manière dont il le fait là, c'est en résolvant un calcul. Et le calcul requiert beaucoup d'énergie. Et vous convenez avec moi que c'est quand vous utilisez beaucoup d'énergie, vous travaillez. Pour ceux qui ont utilisé, ceux qui ont fait la physique là, le lien entre l'énergie et le travail, c'est quoi? Et les physiciens, c'est qui? C'est vous, c'est MP là. Physique, c'est quoi? Oui. Le lien entre l'énergie et le travail, c'est quoi? Le lien entre l'énergie et le travail. C'est vous qui devez me dire. N'est-ce pas? Il y a un lien entre l'énergie et le travail, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse aller regarder. Mais il y a une formule entre l'énergie et le travail. Et on ajoute le temps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand vous fournissez de l'énergie, forcément, vous travaillez. Oui? C'est le travail sur le temps. Le travail sur le temps, voilà. Donc, l'énergie, c'est le travail sur le temps. Donc, il y a un lien entre les deux. Donc, dans la blockchain, c'est ça la preuve du travail. Vous fournissez, vous utilisez de l'énergie et vous prouvez en fait que vous avez travaillé. Mais la chose, c'est que vous pouvez fournir de l'énergie et puis vous n'allez pas être récompensé. Parce que c'est une compétition. Vous voyez? C'est pour ça en fait, c'est assez féroce. Beaucoup d'ordinateurs entrent en jeu. Et les ordinateurs qui se mettent en groupe, en communauté, ce qu'on appelle les pools, pour pouvoir ensemble battre les autres en fait. Donc c'est carrément une vraie compétition qui se passe sur quel groupe va pouvoir avoir le plus de bitcoin possible. Et actuellement, au début, le minage c'était une activité, disons ludique. Tu pouvais prendre ton ordinateur, même si c'est pas moi, 10 KB de mémoire et puis commencer à miner. Mais aujourd'hui, c'est carrément impossible. Aujourd'hui, le minage, c'est une activité industrielle. Une activité industrielle. Grosse industrie, des entreprises d'énergie qui viennent pour miner. Ok? Donc, c'est beaucoup d'argent qui se fait dans ce genre d'industrie. Et le double spending. Alors, le double spending, c'est exactement ce que Satoshi Nakamoto voulait résoudre comme problème. Parce que lorsque vous pouvez aller à la maison, vous tapez encore Bitcoin Paper, vous allez lire, vous allez vous rendre compte qu'en fait Satoshi Nakamoto nous dit pour faire une monnaie numérique, il y a plusieurs choses qu'il faut. Et plein de personnes ont des parties de la solution. Mais il y a une chose qui manque. Cette chose-là, c'est comment faire de telle sorte qu'on ne fasse pas une double dépense. C'était ça l'objectif en fait de sa recherche, Satoshi Nakamoto. C'est quoi une double dépense? Par exemple, si je veux acheter des arachides, j'ai 50 francs, ok. Par exemple, je vais acheter 25 francs d'arachides. Je ne sais pas si c'est toujours possible avec l'inflation là. Et c'est possible encore. 100 francs. Hein? C'est 100 francs, non? Vous voyez, en notre temps, c'est 25 francs. Peut-être que Dr. Bilek, c'est 10 francs avant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire, voilà, les choses, les prix changent. Donc, on va prendre, alors j'ai 200 francs. Je vais acheter des arachides. Je vais chez la dame. Je lui donne les 100 francs. Ok? Et je prends mes arachides. Et je pars. Maintenant, il me reste 100 francs. Supposons même que je n'ai que 100 francs. Okay? Et j'achète les 100 francs. Je dis, je n'ai plus rien dans la poche. N'est-ce pas? Si je n'ai plus rien dans la poche, je ne peux plus dépenser. N'est-ce pas? Et ma dépense est finie comme ça. Voilà. Donc, physiquement, on ne peut pas dépenser deux fois. C'est-à-dire la double dépense n'est pas possible physiquement, puisque tu as déjà donné ton argent. Mais numériquement, en fait, ce n'était pas possible. Supposons par exemple que j'ai un fichier. J'ai un fichier Word et puis je mets 10 francs ou bien je mets 100 francs. Puis je dis ok, maintenant on va créer une monnaie numérique. Et mon fichier là c'est la monnaie numérique. Donc je prends les 100, mon fichier qui représente les 100 francs là. Je dis à madame, voilà, je vous envoie les 100 francs. Donc vous envoyez en fait le fichier. Vous partez et puis vous revenez. Quand vous revenez, les 100 francs, le fichier est toujours là ou pas? Le fichier est toujours là ou pas? Voilà. Donc vous pouvez encore dépenser. Parce que c'est numérique. C'est ça le numérique en fait. Parce que dans le numérique, quand tu donnes,
tu as toujours. Tu vois? Donc, il fallait, si on veut faire une monnaie numérique, ou bien on veut permettre des transactions numériques, il faut faire de telle sorte qu'on puisse empêcher une double transaction, une double dépense. Et c'était le sujet principal de Satoshi Nakamoto, en fait. De comment permettre de le faire. Et la solution qu'il a apportée, il dit ok, on va créer un réseau de personnes qui en fait, c'est eux qui vont vérifier. C'est-à-dire chacun a ce qu'on appelle un registre. Un registre en fait. Un registre normalement, c'est bon, c'est comme un cahier. Hein. Un cahier, puis chacun note. C'est-à-dire si tu dis que tu as fait une transaction là, chacun va noter. Ok? Et si tu reviens dire que tu as fait encore une autre transaction là, chacun va vérifier encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il doit encore faire la même transaction? Si tu dois faire la même transaction là, si tu, en fait, si on voit la même transaction, mon ami, tu ne peux pas faire cette transaction là, tu as déjà fait cette transaction. Si tu essaies de tromper le système, il faut que tu puisses tromper la majorité en fait des personnes qui ont le cahier pour qu'ils puissent t'aider à modifier le document. Pour dire non, 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 il faut m'aider à modifier ici, là, voilà. Voilà. Mais alors que techniquement, maintenant il y a tellement de nœuds, il y a tellement en fait de personnes qui ont le cahier, que si tu veux le faire, c'est pratiquement impossible. D'abord, tu ne sais même pas c'est qui a le cahier. Et même si tu le sais, c'est compliqué de le faire. Tu dois parler à chacun, c'est assez compliqué. Et actuellement, il y a des gens qui ont le cahier, ils sont partout dans le monde. Au Burkina, je ne pense pas qu'il y en a d'abord, mais on peut en avoir. Et si tu dois le faire, tu dois parler plusieurs langues à tout le monde, c'est assez compliqué. Donc c'est décentralisé, c'est pratiquement, techniquement impossible de modifier. Mais en fait c'est possible, juste que dans la pratique c'est pas possible. Et dans le paper de Satoshi, il le dit, la seule manière de changer, de hacker Bitcoin, c'est de contrôler 51% du réseau. C'est ce qu'on appelle l'attaque à 51%. Mais pour contrôler 51% du réseau, c'est un travail, hein. C'est un vrai travail. C'est-à-dire, en pratique, tu ne peux pratiquement pas le faire. Okay? Donc, on sait comment arrêter Bitcoin, mais on n'arrive pas à le faire. Donc, en fait, c'est une ingéniosité qui va au-delà de la technique. Ça rentre même dans des questions, disons, de théorie des jeux. Parce que dans la théorie des jeux, il peut arriver que si en fait, tu gagnes, moi, ça ne m'arrange pas. Donc, le réseau essaie de protéger, en fait. Chacun essaie de protéger pour lui. Donc, si le réseau reste, moi je gagne. Si le réseau n'existe pas, moi je perds. Donc, il y a une théorie des jeux qui existe, qui fait de telle sorte que le réseau est en train de se maintenir, est en train d'être plus fort à chaque fois que en fait, il y a des nœuds qui se créent. Donc, ça, c'est un peu pour vous expliquer la dépense d'eau. Les actifs. Alors, les actifs, c'est quoi un actif? Personne ne sait. Il n'y a pas des économistes ici. À part Dr. Bakwa. Il y a des grands économistes. Il y a des grands économistes. Les économistes, c'est vous là. Ou bien des gens qui aiment père riche, père pauvre. Il y a des gens qui ont dit père riche, père pauvre. Satoshi, qu'on appelle. Comment il s'appelle? Robert Kiyosaki. Voilà, lui il dit que c'est quoi un actif? Est-ce que vous l'écoutez? Oui. Ok, c'est ça. C'est-à-dire, bon, de façon simple, quelque chose qui te fait rentrer de l'argent. Okay, on va être très terre à terre. Quand quelque chose te fait rentrer de l'argent, c'est un actif. Okay. Maintenant, c'est-à-dire actuellement les actifs, généralement c'est physique. Il y a beaucoup d'actifs qui sont physiques. Par exemple, quand tu as un terrain, okay, c'est voilà, c'est physique. Okay. Même de l'argent, hein, c'est physique. L'argent, c'est physique. Voilà. Donc même les stocks, qu'on appelle les actions, c'est un papier. Voilà, c'est un papier légal que tu as tant d'actions. Donc il y avait en fait un gap sur comment digitaliser ça. Parce que quand on digitalise ça, on peut copier. Ça revient à la dépense en fait. Si on dit ok, désormais ce fichier là, c'est voilà, ça te permet d'avoir, tu es propriétaire de tel terrain. Il y a des gens qui vont aller fabriquer un document, un faux document. Vous voyez, pour dire que voilà, moi aussi je suis propriétaire de ce même terrain. Je dis que moi aussi j'ai le papier, voici mon nom dessus. Chacun peut venir en fait un papier qui dit que voici, ça c'est mon nom dessus.
Mais avec la blockchain, il y a une opportunité là. C'est-à-dire, il y a une opportunité de dire, étant donné qu'on peut décentraliser, on peut aussi permettre aux actifs là d'être digitalisés. D'ailleurs, on appelle ça la tokenisation. Tokeniser les actifs. Ok? Ça, c'est, on réduit le gap, ou disons, on enlève carrément le gap entre ce qui est physique et ce qui est numérique. Imaginez que vous avez un terrain, il y a des entreprises qui ont été créées. On prend un terrain, par exemple, on le divise en plusieurs morceaux. Lorsqu'on le divise en plusieurs morceaux, on vend en fait chaque morceau. Vous voyez? On ne peut pas le faire physiquement, mais comme ça a été digitalisé, disons tokenisé, on peut le faire facilement parce que ça a été divisé en blocs. Donc ça, c'est des opportunités en blockchain. Et les documents, tu parlais tantôt des documents. Quand on parle de documents, on peut entrer dans tout type de documents. Que ce soit les documents d'identité, les documents de mariage, tout ce que vous voulez. Ok? C'est-à-dire, on peut, quand on a un document, quelqu'un peut toujours falsifier le document, avoir même les certificats, vos diplômes. Bon, ça c'est un sujet qui est beaucoup mentionné, c'est-à-dire la falsification des documents. Les gens qui n'ont jamais eu le bac, j'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui a falsifié son bac, n'est-ce pas? Mais ça existe, il y en a beaucoup qui le font. Et comment en fait contrer ça? Ça, c'est une technologie qui peut permettre de pouvoir bloquer ce genre de... Parce que tu ne peux pas créer une double de quelque chose. Okay? Et les infrastructures également. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez par exemple, disons les télécoms, c'est centralisé. Mais si on décentralise ça, ça peut permettre à plus de personnes d'avoir accès voilà, au réseau de télécoms, à la téléphonie, etc. Donc ça, c'est quelques exemples que j'essaie de vous donner. Peut-être je vais terminer avant avec peut-être un ou deux points, des notions sur ce que la blockchain peut faire pour la souveraineté nationale. Très important. La première chose, c'est la résistance à l'inflation. Aujourd'hui, parlant au Burkina Faso, avec le franc CFA, on n'a pas trop de contrôle sur l'inflation. C'est-à-dire, bon, c'est plusieurs pays en même temps. Le franc CFA, bon, vous connaissez l'histoire du franc CFA. Mais Bitcoin peut être utilisé pour résister à l'inflation. Et ça se fait déjà dans certains pays, comme par exemple au Salvador, on l'utilise pour résister à l'inflation. Parce que Bitcoin, ce que peut-être je ne vous ai pas dit, que Bitcoin a une production maximale de 21 millions. Ce qui fait de Bitcoin un actif numérique rare. C'est l'un des actifs numériques les plus rares actuellement. Tout ça en fait que le prix ne s'est pas. C'est un peu comme l'or. D'ailleurs, on dit Bitcoin, c'est l'or numérique. L'or est rare. Bitcoin aussi. Donc, si vous voulez acheter l'or, pensez d'abord à Bitcoin. Ensuite, avec Bitcoin, on peut vraiment réduire les risques géopolitiques. Vous voyez, avec les élections américaines, il y a des risques de guerre voilà, commerciale, le dollar, le renminbi, le yen, voilà, l'euro. Voilà, il y aura peut-être des tensions, on ne sait pas. Mais lorsque vous adoptez Bitcoin, il y a une sorte de... Vous utilisez en fait une monnaie qui est neutre, qui n'est pas dépendante d'un pays, qui n'est pas dépendante de la politique. Vous voyez? Donc on dérisque le pays des tensions géopolitiques. Et un autre aspect très important, c'est se protéger contre les sanctions financières. Et ça s'est passé, je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé en Russie. L'une des choses qui a aidé beaucoup les Russes, c'est Bitcoin. D'ailleurs, la Centrafrique a adopté Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Pas forcément parce qu'ils aiment Bitcoin, voilà, c'est tout. Mais parce qu'ils voulaient avoir des transactions avec la Russie. Et la seule option pour eux qu'ils voyaient, c'était Bitcoin. Donc il fallait adopter Bitcoin rapidement pour pouvoir faciliter les transactions avec la Russie. Vous voyez? Mais bien sûr, après ils se sont rendus compte que c'était intéressant parce que dès lors qu'en fait le président avait adopté cela, ils ont eu la chance que la communauté Bitcoin a mis en place des experts qui sont allés dans le pays pour conseiller le gouvernement sur comment en fait ils doivent
devrait le faire. Et donc ils ont eu, voilà, ils ont eu quand même, bon, je ne sais pas où c'est allé, mais il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau de la santé, des choses de façon normale. Donc voici quelques éléments. Vous avez un peu de tout, beaucoup, un peu de politique, un peu d'économie, un peu de physique, n'est-ce pas? Malheureusement, il n'y a pas trop de chimie, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, pour faire des appareils, on a besoin de chimie, important, tout ça. Donc vous êtes aussi là. Donc pour éviter d'être un peu trop au discours, j'ai tenu à ce que les étudiants qui sont là fassent des démos de ce qui est possible. Pour vous dire qu'en fait, il y a des talents, vous savez, je pense que le Burkina Faso devrait en fait prendre vraiment à cœur le développement de cette technologie. Parce que la blockchain, c'est la technologie de l'intégrité. Et le Burkina Faso, c'est le pays de... Voilà. Donc, pourquoi on ne va pas développer... Pourquoi on ne va pas développer la technologie qui permet à notre culture d'exister? C'est-à-dire, nous, c'est l'intégrité. Si c'est l'intégrité, c'est le Burkina Faso. Donc, voici notre technologie. Utilisons-la. Maintenant, pour le faire, il faut vraiment développer les compétences, essayer de détecter les talents. C'est ce qu'on essaie de faire. Et les talents, ce n'est pas seulement côté développement, technologie, ingénierie, mais c'est aussi côté légal. On a besoin de gens du droit qui maîtrisent les questions légales. D'ailleurs, en Europe, il y a la réglementation MICA qui existe sur comment en fait le transactions doit se faire, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, parce que ça ouvre des horizons sur de nouvelles routes en fait de légalité. Si je fais une transaction Bitcoin, c'est légal ou pas, dans quel cas c'est légal, etc. Il faut définir cela. Donc, nos amis du droit sont interpellés. Nos amis, il y a quel domaine ici? La gestion, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs sont interpellés. Vraiment, c'est un domaine qui est nouveau. Donc, on a besoin du talent dans tous les domaines. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous démontrer certaines choses en ingénierie. Donc, je vais peut-être, on va commencer par clic. Voilà. Oui, tu peux venir. Il va installer. On a déjà fait ça. Mais tu l'installes en même temps, tu montres que si tu montres comment installer Fanso, tu installes en même temps.